Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec 5 titres à vous présenter. Et la lumière, je suis désolée, je reste avec la lumière naturelle. Et il a commencé à avoir des orages, on a été passé en alerte orange. Donc forcément la lumière n'est pas top top, il fait pas super clair dehors. Donc on commence tout de suite avec Twilight, le tome 3.5, donc L'appel du sang, la seconde vie de Britanniaire de Stéphanie Meyer, que j'ai ici aux éditions Françoisir, mais qui est initialement sortie chez Hachette. Donc j'avais lu la saga initiale, donc les 4 tomes, lors de la sortie du premier film au cinéma. Donc ça commence à sérieusement remonter maintenant. Mais je n'avais jamais lu ce livre en entier. Pourquoi? Parce qu'une amie me l'avait prêté, ensuite je lui ai rendu. Et je me le suis procuré des mois plus tard et du coup je m'étais dit je le finirai, je le reprendrai de zéro et je le terminerai le jour où je reprends la saga au complet. Chose faite. Donc ici on y suit Britanniaire. Je suppose que vous avez tous vu les films ou lu les bouquins, ou en tout cas vous savez à peu près de quoi il retourne. C'est la petite vampire qu'on voit dans le tome 3. Qui fait partie de la horde de vampires qui vient de Seattle sous les ordres de Victoria pour s'en prendre aux Cullen et plus particulièrement à Bella. Et donc c'est la petite vampire, c'est la seule, c'est la plus jeune de toutes qu'on voit, d'ailleurs plus longtemps que les autres, excepté Riley, dans le film 3 et qu'on voit aussi, dont on entend parler dans le tome 3 en particulier. Donc là on va tout simplement suivre sa vie à partir du moment où elle a été transformée en vampire. Comment elle a été, comment Riley l'a accostée et l'a transformée, mais aussi comment elle s'acclimate au sein du clan des vampires de Seattle et comment se passent les choses pour mettre en place justement ce combat qu'ils veulent contre les Cullen. Donc voilà, donc je dois dire que c'était pour une fois sympa d'avoir le point de vue des vampires, les points de vue des méchants entre guillemets. J'ai aimé découvrir l'histoire en elle-même de Brie, de la découvrir un peu plus profondément. En plus on apprend des choses que du coup j'ignorais puisque je n'avais pas lu ce livre-ci, mais qui expliquent certaines choses qui c'est vrai paraissaient assez suspectes et sans qu'on en sache plus. On ne savait pas trop non plus pourquoi Jane entre autres s'en prend à Brie dans le film numéro 3. Là clairement on comprend le pourquoi du comment et en effet d'un coup ça tombe sous le sens. Voilà, c'est pas quelque chose de fou non plus, mais maintenant c'était, si vous aimez cet univers, c'était vraiment sympa de découvrir le point de vue des vampires, de Brie, et du coup avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe tout simplement dans le 3e film ou 3e livre. Donc c'est pas un livre que je relirai la série des 4 tomes. Celui-ci c'est pas un livre que je relirai, mais je le garde pour compléter ma collection. Ensuite je vais vous parler de Mes voisins les Ghouls, le tome 1, Sa nuit pour les terreurs de Gary Ghislain, chez Seuil Édition, dont le tome 2 est déjà sorti il y a quelques mois. Ici on va y suivre Harold, un collégien qui, suite à un bête accident de la vie, va se retrouver en fauteuil roulant. Il vit seul avec sa mère et il va vite devenir la risée et la cible favorite de Alex et ses copains. Une bande de petites brutes qui ne réfléchissent pas 2 minutes. Vu que Harold est en fauteuil et ne peut pas se défendre physiquement, on entend bien, et qu'il a des difficultés à se déplacer vite, forcément, et ils vont en profiter pour lui pourrir la vie. Lui et sa mère sont fans d'un écrivain qui s'appelle Frank Goals et qui écrit des romans d'horreur fantastique, quelque chose comme ça. Et cet homme va venir vivre dans la maison qui était jusque-là abandonnée et qui est voisine avec celle de Harold, avec ses 2 filles, Ilona et Suzy. Visiblement, j'ai choisi le pire moment pour tourner cette vidéo avec les trains qui passent. Donc je disais, les Ghouls vont venir habiter à côté de chez Harold et sa mère, et suite à ça, des événements étranges, inquiétants et dangereux vont se produire dans la petite ville où ils habitent. J'ai beaucoup aimé ce livre, y compris les personnages. Harold est un héros qui n'est ni populaire ni le bad boy de l'école. Il est en fauteuil roulant et sa différence, je trouve qu'elle ajoute un plus au récit. Il est astucieux, il est courageux, il n'hésite pas à faire ce qu'il faut, mais malheureusement il réfléchit pas toujours beaucoup avant de foncer dans le tas, soyons honnêtes. Bon, après ça reste un ado, j'ai envie de vous dire. J'ai beaucoup aimé aussi Ilona qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui, si elle doit s'en prendre physiquement aux garçons qui pourrissent Harold, ça va pas la gêner 2 secondes avant de rentrer dans le tas et de bien leur faire comprendre sa façon de penser. Suzy, elle, est un peu plus rêveuse, un peu plus chippie, elle est aussi plus jeune, donc ça s'explique un peu aussi vis-à-vis de son âge.
Et j'ai aimé le trio que ces trois personnages forment. La plume, elle est très fluide, ça se lit vite, ça se lit bien, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai aimé les idées de l'auteur, j'ai aimé comment il incorpore le fantastique par rapport à l'écrivain. J'ai aimé que tout ne soit pas si simple, que certains méchants ne le soient pas qu'à moitié en fait, qu'on ne prenne pas non plus le lecteur pour un idiot. Et franchement j'ai passé un très bon moment donné. Et franchement j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce titre. Et je me procurerai assez rapidement, je l'espère, le tome 2 pour poursuivre ma lecture de cette série. Mais voilà, si vous aimez les histoires fantastiques avec des portails entre les mondes des vivants et ceux de l'au-delà, mais aussi les petites enquêtes, etc. Ce livre devrait vous satisfaire pleinement. Ensuite, j'ai achevé ma relecture de la série Twilight de Stephanie Meyer avec le tome 4, Révélation, qui est quand même un beau bébé que j'ai lu en un peu plus de 24 heures. Et encore, c'est parce que je l'ai fait traîner, sinon en une journée il y passait, hein, clairement. Je vais pas vous raconter de nouveau l'histoire, hein, je pense que tout le monde la connaît. J'adore toujours autant cette série. J'ai mis très longtemps à les relire, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je les ai lus pour la première fois lors de la sortie du 1 au cinéma. Donc, je sais pas quand ça remonte, mais ça doit faire une dizaine d'années. Hein. Et je les ai jamais relus de peur de ne plus autant aimer, de peur que mon avis change et qu'au contraire ce que j'avais tellement aimé me gonfle ou ce genre de choses, alors que je regarde les films et que j'apprécie toujours autant. Et je dois dire que je suis pas déçue, j'ai adoré à nouveau me plonger dans l'univers. Il y avait pas mal de choses que j'avais oubliées, parce que oui, il y a les films, hein. Maintenant, même si les films sont relativement très fidèles au livre, il y a quand même des informations en plus qu'on a dans le bouquin. En même temps, les bouquins sont largement plus longs que 1h45, 1h50 de film, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai pris un énorme plaisir à relire cette série. Je pense clairement que je vais me les relire tous les ans, ou tous les 2 ans. Parce que c'est vraiment un univers que j'aime particulièrement. Je sais que cette série ne fait pas l'unanimité à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'à l'époque ça a été fracassant, hein. À chaque fois qu'il y a une sortie de film, une sortie de livre, ça a été, surtout quand les films sont sortis, ça a été la folie complète quoi. Mais moi j'aime toujours autant et je ne bouderai pas mon plaisir en les relisant encore et encore. Bon, après si je les relis tous les ans, clairement je ne vais pas vous les représenter tous les ans, hein. Faut pas abuser non plus. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série. Je suis toujours autant accro que la première fois que je les ai découverts. Ensuite, j'ai lu Le mystère de la nuit des pierres de Evelyne Brissot-Pellen chez Bayard. Donc ici, on va y suivre Netra. Netra, son prénom signifie en fait rien. C'est un jeune garçon qui va naître bossu. Sa mère, quand elle va voir qu'il est bossu à l'accouchement, elle va le mettre dans la grange avec la vache et la chienne. Et elle ne va jamais s'en occuper. C'est-à-dire que jusqu'à ses 5 ans, il ne sait pas qu'il peut marcher debout, il ne sait pas qu'il peut parler, il n'a pas appris. Et c'est la chienne en fait qui le nourrit, qui lui ramène de la nourriture. C'est la chienne qui le réchauffe, parce qu'en plus elle l'a laissé nu comme un verre, hein, clairement, la mère complètement indigne. Et un beau jour, un homme, Boren, va se promener autour de la ferme et va voir le petit garçon. Il va, d'une façon que je vous laisserai découvrir, tenter de l'approcher, lui donner à manger, lui donner au moins quelque chose pour lui se tenir chaud. Et puis Boren va à nouveau disparaître pour revenir 5 ans plus tard lors des 10 ans de Netra. Netra va alors suivre Boren et partir avec lui. Et on va découvrir un monde qu'on ne soupçonnait pas, un monde avec de la magie, des enchanteurs, des sorciers. Donc les sorciers sont méchants alors que les enchanteurs ou les magiciens sont bons. Et on va découvrir voilà, avec, il y a Boren, il y a le maître, comment il s'appelle, Néposus, et plein d'autres personnages. Et le problème c'est que malheureusement ce livre ne l'a pas fait avec moi. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, il n'y avait pas beaucoup d'action. La fin s'arrête à un moment où, ouais, mais on aimerait bien savoir ce qui se passe ensuite en fait. Malheureusement il n'y a pas grand chose qui m'a convaincue dans ce livre. Après voilà, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est du Bayard, c'est quand même écrit relativement gros.
mais j'ai pas été captivée par l'intrigue. Je me suis clairement ennuyée. Je voyais pas trop où l'autrice voulait en venir. Je me suis attachée plus ou moins à Netra, mais sans plus non plus, alors que pourtant il a une vie clairement pas facile et qu'en général ce type de personnage me fait pleurer du début à la fin. Mais je sais pas, j'ai vraiment pas réussi à rentrer dans l'univers comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais souhaité, et je crois clairement que je suis passée à côté de cette histoire tout simplement. Maintenant voilà, si vous aimez les romans d'initiation qui se passent en Bretagne avec de la magie, des menhirs, etc., je vous le recommande, en tout cas je vous recommande de vous faire votre propre avis. Maintenant j'ai pas spécialement, honnêtement je ne l'ai vu passer nulle part ce livre. Ni sur les blogs, ni sur Insta, ni sur Booktube. Je l'ai vu nulle part. Une fois en passant une commande Price, dans la boutique du vendeur il y avait celui-là, donc je me suis laissée tenter au vu du résumé. Mais malheureusement ça aurait été un flop pour moi. Et on va terminer avec une autre lecture où là je sais que beaucoup ont adoré. Je n'ai pas vu un seul avis mitigé ou négatif sur ce livre. J'ai vu que des excellentes lectures, voire des coups de cœur. Et pour moi ça va flop. Donc on a lu en lecture commune avec Sylvie, Tania et Marilyn. Je vous le glisse ici puisque je l'ai lu en numérique. La princesse et l'alchimiste, le tome 1 de Amy Edward chez PKJ. Donc ici on va y suivre Samantha. Samantha est une alchimiste. Une alchimiste qui va participer à la grande chasse fantastique organisée puisque suite à un petit souci technique, la princesse avait concocté un filtre d'amour qui est strictement interdit comme potion dans le royaume pour la faire boire à quelqu'un. Et malheureusement, c'est elle qui l'a bu. Donc en fait, elle est tombée amoureuse de son propre reflet. C'est un peu ballot, surtout que ça n'apporte rien de bon et qu'en plus ça peut mener à la destruction totale du royaume. Donc le roi et la reine, ses parents, vont organiser une chasse fantastique, chose qui n'a plus eu lieu depuis des décennies, pour essayer justement que les meilleurs alchimistes du royaume se mettent en quête de cette chasse et trouvent les ingrédients exacts, naturels, pour contrecarrer la potion et faire donc un antidote et sauver le royaume en plus de la princesse. Si l'histoire paraissait, si le synopsis paraissait très intriguant, comme ça avait été le cas pour moi depuis sa sortie VO, donc ça fait très longtemps que je bave dessus, malheureusement j'ai été très déçue. La princesse, on ne la voit quasiment pas, alors que c'est quand même à cause d'elle qu'il y a une histoire. Quand on la voit, on nous la fait passer pour une nunuche qui nous fait un caprice digne d'une gamine de 8 ans. Alors que je pense qu'il y a des raisons sous-jacentes bien plus importantes que ça et qu'il y a forcément eu une bonne raison pour qu'elle fasse cette potion. Mais voilà, on n'a pas cru bon de mettre ça sur le devant de la scène. Pour un univers de fantasy young adulte, j'avais l'impression d'être dans un univers jeunesse au vu du comportement des personnages. Ils sont censés être des ados entre 16 et 18 ans à peu près. Ils se comportent comme des gamins de 10 ans. En plus, on est dans un univers de fantasy, donc moi ce que j'attends d'un univers de fantasy, c'est retrouver des choses complètement inventées et non pas retrouver les technologies ou les accessoires de nos jours dans un univers de fantasy. C'est-à-dire que par exemple, on a, vous savez, les fameuses tentes là, que vous prenez, que vous jetez et qui s'ouvrent, qui se fixent toutes seules. On la retrouve dans La Princesse et l'Alchimiste. Ils ont des téléphones portables, ils ont des ordinateurs, ils ont des réseaux sociaux pour communiquer, chatter, faire des vidéos, tout ça. Comme on peut avoir Insta, Snapchat, Messenger et je ne sais quoi d'autre. Je suis pas très à la page sur tous les réseaux qui existent, clairement. Et Sam, par moment, j'ai pas compris ses réactions en fait. Par moment, je peux la comprendre. Et par moment, elle m'a tapé sur les nerfs. Par moment, elle est égoïste, elle est limite cruelle. Elle prend les gens quand ça l'arrange, quand on n'a plus besoin, elle les jette comme une vieille chaussette. Enfin, j'ai pas compris son comportement. Tout dans l'univers, tout est malheureusement survolé. Rien n'est approfondi, que ce soit les personnages en eux-mêmes, enfin la psychologie des personnages, que ce soit l'univers en lui-même, que ce soit tout ce qui touche à la royauté, au contexte politique et social. Enfin, on n'a quasiment rien comme information, quoi. Le livre fait 333 pages au format papier de mémoire, ou 336, et je trouve que malheureusement, tout est survolé. En plus, il y a une romance qui pointe le bout de son nez, elle n'avait pas lieu d'être. J'aime la romance, je suis très fleur bleue comme fille, j'aime tout ce qui est les Twilight, Roméo et Juliette et compagnie. Et là, même moi j'ai trouvé que c'était niais, malheureusement.
Donc après je sais que beaucoup ont aimé, malheureusement moi ça l'a pas fait du tout. Et en ce qui me concerne, j'arrête ma lecture de cette saga à ce tome-ci, puisque je ne compte pas lire la suite si c'est pour revivre les mêmes déboires. Je n'ai pas accroché au personnage, je n'ai pas accroché à l'univers. Pour moi il manque beaucoup trop de choses dans ce premier tome pour que ce soit addictif. Alors on va pas dire que c'est un tome d'introduction parce que du coup il se passe des choses et il y a une vraie conclusion au premier tome en fait. Je veux dire, on commence avec la princesse qui a ce problème, la quête de l'antidote et on a une fin. Donc déjà je vois pas sur quoi exactement la suite pourrait trop se diriger. Peut-être une vague idée mais je suis pas sûre que ce soit ça. Et en plus de ça, je suis restée hermétique tout simplement. La dernière partie me restait à peu près 50 pages, j'ai levé les yeux au ciel je ne sais pas combien de fois. C'était un calvaire, j'arrivais plus à finir le livre. Donc je me suis dépêchée d'en finir une bonne fois pour toutes et d'arrêter ma lecture là. Et malheureusement, j'aime pas dire ça, mais j'étais soulagée d'avoir terminé ce premier tome. Alors que pourtant, je vous dis, je bave dessus depuis sa sortie VO pour ce premier tome. Et je pensais vraiment passer un bon moment. J'avais pas d'attente particulière. Mais je m'attendais vraiment à découvrir un univers de fantasy young adulte, avec peut-être des passages un peu plus comiques du fait qu'elle soit amoureuse d'elle-même, etc. Sauf que là, c'est désespérant en fait, la manière dont ça a été traité. Je m'attendais à quelque chose de drôle, de frais, avec quand même une quête, avec plus de difficultés que c'est ça. Et en fait, on a l'impression que tout coule et que même quand ils sont au pied du mur, hop, ils ont l'élimination et tout repart et puis c'est reparti. Cette vidéo touche à présent donc à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les titres que je vous ai présentés, vous les connaissez, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si certains vous font envie. Si vous avez lu Le Mystère de la Nuit des Pierres et La Princesse et l'Alchimiste, le tome 1, et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien comparer, je suis en train de chercher mon mot, comparer les avis et voir ce que moi j'ai pas aimé, qu'est-ce qui a pu plaire justement dans ces univers à quelqu'un d'autre. Tant que ça reste dans la bonne humeur et dans le respect, je n'ai aucun problème à discuter de ça avec vous et à opposer nos arguments pour voir qu'est-ce qui a pu plaire à l'une, qu'est-ce qui a pu déplaire à l'autre, enfin à l'une ou à l'un d'entre vous, et qu'est-ce qui a pu me déplaire à moi. Pareil pour les livres qui m'ont plu, si vous ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!